Donc, nous allons, sans transition, commencer avec la session 8A intitulée Vers une efficacité accrue de la surveillance indépendante des forêts. Alors, je me rends compte que tous les intervenants, ils sont déjà là, heureusement. Alors, donc, j'ai l'honneur donc de présider cette session donc consacrée à la surveillance indépendante des forêts. Et elle sera donc animée par quatre intervenants, non, quatre intervenants, pas les moindres. Donc, nous aurons M. Serge Moukouri et M. Achille Djegou, M. Jean-Cyril Ouada et enfin M. Armstrong Mba. Donc, nous aurons l'occasion à chaque fois de vous faire la présentation de ces quatre intervenants qui vont nous entretenir donc sur le bilan donc, de 20 ans de mise en œuvre de l'Observatoire indépendant des forêts, sur l'OTP, cet outil développé par WRI, sur les informations forestières. Nous avons aussi une autre présentation qui sera faite sur le Centre d'excellence et d'appui au suivi pour une professionnalisation de la mise en œuvre de l'OI dans le bassin du Congo. Donc, sans plus tarder, donc, nous avons 1h15 maximum. Il est 16h21. Nous n'allons pas déroger aux règles qui ont été établies depuis hier. Donc, c'est 10 minutes, sinon 12 maximum par présentation. Et nous passerons aux questions, comme hier, comme ce matin, comme tout à l'heure. Une question par intervenant. Et s'il y a encore un peu de temps, peut-être que nous pourrons avancer. Donc, je m'en vais donc donner la parole à M. Serge Moukouri de l'ONG FLAG du Cameroun. Donc, il n'est plus à présenter. Il est chez lui à Brazzaville, puisque c'est l'un des pionniers de l'observation indépendante ici. Nous étions encore tout jeunes dans le secteur, mais il était déjà très, très installé sur la question. Donc, il est responsable, l'un des responsables donc, de l'ONG FLAG, une ONG créée en 2012, spécialisée dans l'OI, donc des forêts. Et il va nous parler donc de bilan de 20 ans de mise en œuvre de l'OI. Opportunités, défis, perspectives. Vous avez la parole, Monsieur Serge Moukouri. Bon après-midi à tous. En attendant que la régie nous envoie la présentation, il me revient le plaisir de partager avec vous cet après-midi un bilan de 20 ans de mise en œuvre de l'observation indépendante dans le bassin du Congo. Notre présentation va s'articuler autour de 4 points essentiellement, à savoir une introduction, les principaux résultats qui ont été atteints par les observations, les mécanismes d'observation indépendante qui ont été mis en place, et puis les perspectives et enfin une conclusion. Alors, très rapidement, pour la régie, nous sommes à la 3e diapo, s'il vous plaît. Très rapidement, pour parler de FLAG, FLAG est une organisation de la société civile de droit camerounais qui existe depuis une dizaine d'années et qui agit sur les questions de gouvernance dans la gestion des ressources naturelles. Alors, pour revenir à notre sujet, les actions de suivi ont de tout temps été pratiquées par les organisations de la société civile sous différentes formes. Mais sous la forme actuelle qu'on connaît, l'OI vient du Cambodge où elle a été expérimentée pour la première fois à la fin des décennies 90. Et dans cette perspective-là, elle était une collaboration formelle entre un gouvernement, des bailleurs et une ONG pour surveiller la criminalité forestière. Alors, face aux soucis qu'il y avait dans le secteur forestier camerounais
à la fin des années 90, à la demande même des opérateurs du secteur privé. Le concept a été introduit au Cameroun et avec le temps, il a été affiné. Si la régie peut suivre, nous sommes à la 5e ou à la 6e diapo. Alors, entre 2001 et 2004, le concept a été mis en œuvre au Cameroun sous la forme d'une OI mandatée et a fait face en même temps à ses premières difficultés. Ces difficultés étaient à la fois liées au fait que l'organisation à l'époque qui mettait en œuvre le mécanisme avait, si on peut le dire, dans son ADN, quelques éléments qui mettaient un peu en mal l'administration. Ou, d'un autre côté, il y avait, du point de vue de l'administration, la volonté de contrôler un peu ce nouveau mécanisme qui se mettait en place. Bon, les points de divergence à l'époque étaient centrés autour de la question du plaidoyer, la réalisation des missions indépendantes, les velléités de contrôle de l'action de l'OI et de l'information qui était diffusée par ce mécanisme-là. Et donc, toutes ces contraintes ont été à la base, si on peut le dire ainsi, des évolutions qui sont intervenues au fur et à mesure dans le mécanisme, dans la mise en œuvre du mécanisme. Et partant du Cameroun, le concept a essaimé dans tous les pays, pratiquement dans 5 pays de la sous-région. Et il y a un graphique qui va s'afficher là, qui montre un peu l'expansion du concept dans le temps et dans l'espace. En haut, on a le Cameroun qui a la plus longue expérience, bien entendu, et puis plus loin en bas, le cas de la RCA, dont le mécanisme est assez récent. Qu'est-ce que l'observation indépendante? À l'époque ou à l'origine, il s'agissait d'un mécanisme qui permettait à une organisation, donc à une tierce partie, sous le contrôle ou bien avec l'accord de l'administration, de mener des investigations dans le secteur forestier. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que cette définition assez restrictive a fait place à une définition plus large qui, dans sa mise en œuvre, a exclu la question de l'accord ou du partenariat avec l'administration comme un élément fondamental de la mise en œuvre de l'OI. Et c'est un peu la même définition que la plateforme a adoptée, la plateforme des organisations africaines qui mettent en œuvre l'observation indépendante, a adopté en 2019 ou en 2018 comme définition du mécanisme de l'OI. Alors, cette observation indépendante, de façon générale, couvre 4 grands domaines d'activité. Il y a la conduite des investigations et la publication des rapports, les questions d'appui technique ou stratégique aux administrations, le suivi du contentieux et puis le renforcement des capacités. Ce sont un peu les grands domaines dans lesquels les actions des observateurs indépendants sont menées de façon générale. Une fois ces domaines-là couverts, quels sont les résultats auxquels on est souvent arrivé? Avant d'entrer dans cette phase, un mot sur la méthodologie, parce que le travail que nous vous présentons a été fait dans le cadre d'une étude réalisée par 3 organisations. Donc, il fallait d'abord identifier les organisations actives sur la question de l'OI, ce qui a été fait à travers 2 éléments. On a cherché les organisations qui réalisent des investigations et qui publient leurs rapports. Ce sont ces organisations qui ont, et leurs rapports qui ont servi à la compilation des données dans un fichier Excel où on a compilé un certain nombre d'informations et
ces informations ont été analysées sur 4 variables. Alors, en termes d'organisation identifiée, on en a trouvé un peu plus d'une dizaine dans le bassin du Congo et qui sont répartis dans 5 pays. Au total, 482 rapports ont été recensés et de ces 482 rapports, 469 ont été utilisés pour traiter dans le cadre de ce travail. Ceux qui ont été éliminés simplement, c'était pour des raisons précises parce que parfois, les rapports ne concernaient pas directement les questions d'observation indépendante des ressources forestières ou simplement, étant donné que les fichiers étaient pris sur Internet, certains étaient corrompus et n'arrivaient pas à s'ouvrir. C'est ce qui explique la différence entre les deux. Alors, très rapidement, en termes chiffrés, on voit un peu le graphique ou les courbes que nous avons là montrent les différentes, le rythme de publication par an et par pays des rapports en fonction de la durée de mise en œuvre du mécanisme. On voit sur ce schéma que les premières années de mise en œuvre de l'OI ont paradoxalement été parmi les plus productives en termes de rapports et certainement ça s'explique et on le verra un peu plus tard. Qu'est-ce qui explique en termes de missions effectuées par pays, on a sur ce graphique la répartition par pays et par année ou par type d'observation, du nombre de rapports produits par les organisations qui mettaient en œuvre ces différents mécanismes. Alors, ce graphique, lui, il est juste à titre illustratif parce qu'il montre un peu, pour le cas du Cameroun, où il y a eu un peu plus de données, le nombre de titres qui ont été visités par les différents types d'observateurs indépendants entre la période de 2001 jusqu'à 2020. En bleu, c'est les OI mandatés, externes, pardon, et en couleur dorée, ce sont les OI mandatés. Alors, en termes de résultats, ici, il faut dire que hier déjà, dans une présentation qui a été faite par Fred, il a parlé des impacts de l'observation indépendante en République du Congo, mais de façon assez générique. Hein. On peut dire que les mécanismes en place ont permis, dans les pays comme le Cameroun et dans une certaine mesure même ici au Congo, que les plus grands contentieux qui ont été mis en route par les administrations l'ont souvent été pendant les périodes de mise en œuvre de ces mécanismes-là. Alors, l'observation indépendante a aidé à l'identification des vides juridiques qui empêchent une meilleure application de la loi et même proposer des amendements, voilà, pour que ces lois-là puissent être effectivement appliquées. Ils ont aussi permis d'identifier les facettes de l'illégalité et de façon... Ils ont même permis, ces mécanismes-là, de faciliter la discussion autour de la gestion des ressources forestières parce que très souvent, les rapports de contrôle, que ce soit ici ou ailleurs, ne sont pas des documents qui sont rendus publics. Par contre, les rapports des OI et de leur investigation étaient mis sur la place publique et puis ils favorisaient le débat autour des questions. Alors, ces résultats, quelques grands points et tous ceux qui ont été cités avant, auraient pu être plus importants si les défis auxquels les mécanismes faisaient face n'étaient pas ou ne restaient pas toujours d'actualité. Et parmi eux, alors, il y a la sempiternelle question de la corruption et des conflits d'intérêts dans le secteur, la difficulté d'accès à l'information, parce que pour votre gouvernement, même pour les observateurs indépendants mandatés, il n'est pas facile d'accéder aux informations auprès de l'administration. Et je pense que hier,
Alfred en a encore donné une illustration. Alors, l'autre défi, c'est le développement et le maintien de la crédibilité. Vous savez, sur ces questions, il est très facile d'asseoir sa crédibilité, mais la moindre erreur de la part de l'observateur indépendant peut la lui faire perdre, et sur le long terme. Donc, c'est des défis qui restent d'actualité pour le mécanisme, tout comme la question des financements. Et ça, c'est les financements de ces mécanismes de la mise en œuvre de l'OI sont essentiellement sur du court terme. Et ça pose un problème parce qu'une fois que la dynamique est engagée, elle va d'abord s'estomper pour recommencer après à la prochaine opportunité de financement. Bien entendu, il y a le fait que les rapports ont un faible impact sur les acteurs du marché. On peut dire que les importateurs n'étaient très peu utilisent ou étaient même au courant des informations qu'il y a dans les rapports d'observation indépendants. Les autres défis, qui sont un peu des défis internes au mécanisme, viennent du fait que dans l'analyse des rapports qu'on a fait, on s'est rendu compte que les observateurs indépendants ont un délai de publication de leur rapport qui est très important. On voit sur le premier graphique, en général, la plus grande partie des rapports est produite avec un délai de 1 à 4 mois entre le moment des investigations et la publication finale, ce qui pose quand même un problème. Sur le deuxième graphique qu'on vous présente, c'est le fait que les recommandations des observateurs indépendants restent, on peut dire, la paume d'achoppement du mécanisme, parce qu'il recommande, mais il n'a même pas les moyens lui-même de s'assurer que ces recommandations-là sont effectivement mises en œuvre. Alors, face à ces défis, quelles sont les perspectives qui s'offrent à l'observation indépendante? La question de l'institutionnalisation, bien entendu, et aujourd'hui, on sait qu'il y a au moins 3 pays dans la sous-région ou ailleurs qui ont introduit ce mécanisme dans leur cadre réglementaire. Il y a la question de l'accès à l'information pour les observateurs indépendants. Et tout à l'heure, il y a le collègue Achille qui va vous parler d'un outil qui est parmi les éléments qui permettront aussi de faciliter l'accès à l'information pour les OI. La mise en place des communautés de pratique. Donc, un cadre comme celui-ci offre la possibilité aux acteurs de l'OI d'échanger non seulement entre eux, mais aussi avec d'autres parties prenantes, ce qui favorise un peu l'amélioration des pratiques des acteurs. Et il y a d'autres cadres. J'ai parlé tout à l'heure de la plateforme. J'ai parlé aussi, je veux parler aussi des questions comme de coordination, comme le RENOI, la coordination OIE au Cameroun, ou une réunion qui a eu lieu récemment, centrée autour de l'observation indépendante et supervisée par le FCDO. Alors, il y a la question de l'intégration des outils innovants. De plus en plus, des organisations qui agissent dans l'OI utilisent des outils technologiques tels que les outils de détection à distance. Il y a le Forest Watcher, pour ceux qui connaissent, ou FlagWatch, qui a été développé par CIDT dans le cadre du projet CV4C. Bien d'autres questions, mais le dernier point sur lequel je voudrais faire une petite... c'est celui de la négociation des protocoles. Spécifiquement ici, c'est la question qui intéresse les acteurs qui mettent en œuvre l'observation indépendante mandatée. En réalité, dans le cadre de ce travail, on a analysé un peu les différents protocoles qui encadrent les activités des OI, et on a essayé d'identifier dans ces protocoles-là les principales clés
d'un côté pour la réalisation des investigations et d'un autre côté pour la mise en œuvre du processus. Donc, il y a environ une dizaine de critères qui ont été identifiés et qui permettent à la fin de dresser un peu le portrait, si on peut appeler ça le portrait robot, de ce que peut être un bon protocole d'accord entre une organisation et une administration lorsqu'on veut mettre en place le mécanisme d'observation indépendante. Alors, pour terminer, on peut simplement dire en guise de conclusion, bon, ça c'est le tableau que j'expliquais tout à l'heure. Au fond, la dernière colonne que vous voyez là, c'est celle qui réfère un peu au protocole le plus favorable pour un OI dans la mise en œuvre de son action. Et donc, pour conclure, on va simplement dire que depuis les années 2000, les défis auxquels l'observation indépendante a été confrontée ont permis de faire évoluer le concept. Mais il reste d'actualité que l'ensemble des parties doivent travailler pour continuer à améliorer le concept, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y a de nouvelles ressources vers lesquelles le mécanisme peut s'appliquer. Et la question des financements à long terme doit aussi être prise en compte pour permettre que le mécanisme puisse être mis en œuvre dans la durée, tout comme il faut arriver à ce que les données qui sont générées par les mécanismes d'observation indépendante aujourd'hui soient appliquées de manière dans le suivi des réglementations actuelles pour que le mécanisme asseye sa notoriété en vue de son utilisation pour les nouvelles réglementations. Et tout à l'heure ou hier, on parlait des questions zéro déforestation et bien entendu. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'on pouvait dire en si peu de temps, en espérant, monsieur le modérateur, que je n'ai pas trop brûlé. Merci. Sur le temps. Merci, Serge. Juste pour rappeler que les éléments qui ont été présentés ont été tirés d'une étude qui a été réalisée par 3 organisations, World Resource Institute, WRI, Resource Extraction Monitoring, REM, et Field Legality Advisory Group. Elle est intitulée Independent Forest Monitoring in the Congo Basin, Taking Stock and Thinking Ahead. Je vous remercie. Merci, Serge. Et donc, sans transition, le docteur Achille Djegou de WRI, donc il est coordonnateur régional donc, de cet outil, on appelle OTP, qui va nous présenter comme étant un outil efficace pour amplifier les actions d'observation indépendante. Docteur, vous avez la parole. Oui, merci, monsieur le modérateur. Et bonsoir à tous les participants. Donc là, je vais donc vous présenter un outil qui a été développé par World Resource Institute. World Resource Institute, qui est une organisation internationale de recherche qui développe beaucoup d'outils d'aide à la prise de décision. Donc, l'une de nos missions, c'est de mettre à la disposition des décideurs des informations de haute qualité qui peuvent les aider à prendre les décisions. C'est ainsi que en 2008, lorsque les États-Unis ont amendé la loi criminelle sur le Lacey Act, WRI s'est mis à développer un outil qu'on a appelé le Open Timber Portal pour apporter la dimension du marché sur la lutte contre l'exploitation illégale. Et c'est ainsi que dans le processus de déploiement de cet outil, tel que vous voyez dans mon note de présentation, on a commencé le travail et on a accumulé un certain nombre de leçons dans la sous-région, dont les principales réalisations en matière de gouvernance forestière que nous avons obtenues grâce au développement de l'outil avec les financements USAID, ensuite FAO, Union européenne. Donc, c'est un outil qui date de 10 ans déjà, mais qui a commencé en fait à prendre que dans le bassin du Congo en 2017.
Donc, comment est-ce que cet outil peut aussi aider dans la coordination des actions de la société civile pour une observation indépendante de qualité et les défis qui restent que l'outil doit aider aussi ou les autres partenaires parce que les efforts doivent être cumulés à juguler. Donc, depuis 2017 que nous avons commencé à développer le Open Timber Portal, on a constaté une transparence accrue dans le secteur forestier parce que les données qui sont publiées dans l'OTP, nous avons des instruments de mesure de leur utilisation par les importateurs parce que l'outil vise la promotion du bois légal. Donc, les importateurs qui de plus en plus utilisent les informations sur les observations publiées par les observateurs indépendants, sur les documents de légalité publiés par les entreprises pour faire la diligence raisonnée. Donc, on voit une adhésion massive des entreprises de l'ensemble du bassin du Congo. On a aussi accompagné le déploiement des systèmes d'assurance de la légalité. Donc, étant donné que les pays qui se sont avancés dans les APV jusqu'au développement des outils n'arrivent pas encore à délivrer les licences FLEC attendues. Donc, l'OTP a aidé aussi comme pré-test des outils de délivrance des certificats de légalité parce que basé déjà sur les principes critères de grille de légalité, elle pouvait donc donner des scores sur le niveau de performance des entreprises et aussi d'apprécier quelles sont les contraintes administratives et légales dans la délivrance même des documents de légalité. L'outil aussi a permis d'améliorer la qualité et la standardisation des rapports parce qu'avec une base de données, on s'est rendu compte que la plupart des rapports qui étaient publiés dans la sous-région, même au sein de mêmes organisations, n'avaient pas toujours les mêmes structures. Donc, on a aidé aussi à trouver des moyens de standardiser les informations qui peuvent être consommées par les importateurs ou les autorités compétentes pour le RBE. On a aussi accru la visibilité des observateurs indépendants en publiant leurs informations dans l'OTP qui sont accessibles par les autorités compétentes. Elles sont de plus en plus contactées donc par ces entités pour pouvoir leur donner plus d'informations sur les illégalités qui sont reportées. On a aussi expérimenté de nouvelles méthodes d'observation indépendante pour optimiser les coûts des missions parce que contrairement à ce que le bilan de 2020 montre qu'il y a eu beaucoup d'efforts, mais aujourd'hui, le secteur forestier, il y a de nouveaux acteurs qui sont là, les superficies qui ont été réduites pour avoir plus d'acteurs, ce qui fait que si on utilise les mêmes fonds qui étaient utilisés en 2020 pour faire, on ne peut plus atteindre les mêmes résultats. Donc, il faut trouver de nouveaux moyens pour optimiser les coûts d'émission pour continuer à obtenir les résultats qu'on a eus avec le bilan de 20 années. La diffusion des informations qui sont accessibles en plusieurs langues, parce que l'OTP, avec la promotion que nous faisons dans les pays qui ont développé des législations contraignantes telles que la Corée, le Vietnam qui a ratifié les APV, le Japon, on nous a demandé de présenter les données des observations indépendantes dans ces langues-là afin qu'elles puissent utiliser lorsqu'elles doivent importer les bois de ces pays. Donc ça aide aussi à accroître la visibilité des données à l'échelle mondiale. Donc, c'est quoi notre stratégie de coordination? On a déjà, depuis hier, on a parlé des problèmes d'accès à l'information. Avec l'OTP déjà, comme outil, on donne déjà la possibilité aux observateurs indépendants aujourd'hui d'avoir accès aux données qui n'avaient pas accès auparavant. Les plans d'aménagement des sociétés sont publiés sur la plateforme Open Timber Portal. Les données sur les assiettes de coupe, les données sur les permis de coupe et les études d'impact sont publiées. Donc, aujourd'hui, les observateurs indépendants, grâce à l'OTP, peuvent déjà aller sur des sites en faisant des pré-évaluations sur le niveau de conformité de l'entreprise avant de commencer en fait leur investigation. On a aussi la plateforme Global Forest Watch, qui est aussi un outil de WRI qui donne en fait, aujourd'hui on parle beaucoup de déforestation. Donc le Global Forest Watch permet en fait de détecter les pertes du couvert forestier en temps réel. Si il y a une illégalité qui est reportée par les observateurs communautaires, comme on le voit, on a la possibilité d'utiliser l'outil Global Forest Watch sans même aller sur le terrain pour déjà étudier l'ampleur en fait
de la déforestation avant de faire des descentes sur le terrain et voir par où en fait l'exploitation est en train de se mener de telle sorte qu'on peut mieux planifier les données. On a aussi une base de données que nous développons dans les différents pays du bassin du Congo. Au Cameroun, c'est depuis les années 2000, l'Atlas forestier. En République du Congo, c'est depuis 2006. En RDC, 2008 aussi. En RCA, nous y sommes aussi avec cette base de données qui donne déjà les délimitations des différents permis qui sont attribués. Donc, si aujourd'hui, les données des observateurs indépendants qui étaient en fait trop critiquées parce que lorsqu'ils disaient qu'on fait des coupes hors limite et que en fait, cette information était démentie par les exploitants, ils ont la possibilité d'utiliser les données parce que les données qui sont publiées dans l'Atlas sont vérifiées par les administrations de telle sorte que lorsqu'ils publient les informations, en fait, ils sont sûrs que si on parle d'une coupe hors limite, on a en fait utilisé les données correctes validées par l'administration avant d'arriver à de telles conclusions. Donc, cet outil qui combine les différentes fonctions complémentaires pour aider les OE à produire des informations. Donc, la composante transparence qui fait un classement des entreprises selon le nombre de documents de légalité qu'ils rendent publics. Donc, on a un travail qu'on fait avec le secteur privé. Ici au Congo, on a le contrat avec l'ATIBT qui fait la sensibilisation auprès des entreprises pour publier les informations dans l'OTP. Le côté observation indépendante, on a tout un module de renforcement des capacités pour accompagner les OI à standardiser en fait les informations de telle sorte qu'on peut agréger en fait les données de l'ensemble des observateurs indépendants d'un même pays ou bien dans l'ensemble de la sous-région pour pouvoir donner une appréciation homogène des niveaux de performance d'une entreprise, qu'elle soit en train d'exploiter dans un pays ou bien au niveau de la sous-région dans deux pays. Donc, dans notre stratégie, dans la conception de l'OTP, on a vu que, en fait, il y avait tout un paysage, toute une série d'outils qui étaient en train de se développer. Donc, on a créé des ponts de connexion avec les différents outils. Donc, on a, par exemple, le système normalisé. Suivant, tu peux appuyer. Le système normalisé qui est développé, qui est là. Donc, nous absorbons aussi dans l'OTP les données qui sont produites par le SNOI. Il y a des organisations qui se sont orientées vers le SMQ, dans le système de management de la qualité ISO 9000, que nous absorbons aussi. Et puis, les outils de vérification de la qualité des missions comme le VQM, qui sont développés et qui nous permettent en fait de collecter des informations de bonne qualité que nous pouvons publier dans l'Open Timber Portal. Tout ce travail nous a permis donc de gagner la confiance d'un certain nombre de bailleurs. Donc, l'Union européenne, au niveau du Cameroun, nous a donc confié le mandat de la promotion de la transparence du secteur forestier au Cameroun par la vulgarisation de l'OTP et la mise en œuvre de l'observation indépendante. Ça, c'est dans le cadre du financement PAMFOR. On le met en œuvre avec le CED, le Centre pour l'environnement et le développement, le Field Legality Advisory Group et FODER. Donc, on a pris en fait les ONG élites en matière d'observation indépendante donc pour faire cette activité au Cameroun. Donc, là-dedans, chaque ONG a une spécialisation. On sait que FODER, avec son outil RTM, est plus actif sur le terrain au niveau des forêts, il le déploie. Le CED fait des investigations sur les itinéraires de transport, sur les voies fluviales, sur le transport ferroviaire, sur les axes routiers. Et puis FLAG qui va assurer l'observation indépendante mandatée. On a aussi, suivant, on a aussi suivant, oui, il y a aussi le projet de renforcement de la collaboration transfrontalière pour lutter contre l'exploitation illégale dans le bassin du Congo, financé par le Bureau des Affaires internationales des stupéfiants et de répression des infractions du département d'État américain, qui nous a été donné aussi, suivant, pour travailler au Cameroun, au Congo, en République démocratique du Congo, mais beaucoup plus pour adresser tout ce qui est exploitation de bois artisanal, en fait, qui va dans les pays limitrophes, qui sont l'Angola, la Zambie, la Namibie et le Botswana. Donc, on aura un travail à faire avec les autorités dans ces pays limitrophes-là pour
les éduquer dans la compréhension de la légalité au niveau de la RDC et qu'au niveau des frontières, qu'ils soient en mesure de bloquer le bois qui ne peut pas fournir en fait l'ensemble de la documentation de la légalité. Donc, je vais terminer donc par des... Non, je crois que j'ai sauté un projet. Ouais. Il y a le projet qui est financé aussi par NICFI, donc le fonds norvégien intitulé Technologies innovantes pour la lutte contre l'exploitation illégale du bois mise à l'échelle des plateformes d'identification de transparence de bois. Là, nous allons utiliser à la fois les technologies isotopiques pour les vérifications de bois et aussi l'OTP pour le volet transparence. Et là, nous travaillons au Gabon avec Brain Forest, Field Legality Advisory Group, OGF et REM. Bon, je vais aller dans les perspectives maintenant. Avant-dernière diapo. Oui, donc en termes de perspectives, malgré les résultats obtenus avec l'OTP pendant les années de mise en œuvre jusqu'à ce que nous obtenions ces nouveaux financements que nous sommes en train de mettre en œuvre, on se rend quand même compte qu'il reste des défis pour une OI efficace et crédible. Donc, faciliter l'accès à la documentation complète d'une chaîne d'approvisionnement. Donc, quand on parle de transparence accrue, notre objectif, c'est de pouvoir avoir 100% des entreprises à l'échelle nationale qui publient les données dans l'OTP. Ça reste un défi. Donc, si on arrive à atteindre ces résultats, ça va vraiment aider l'OI à mieux se déployer. L'établissement d'un cadre de collaboration, qu'il soit formel, avec les administrations et le secteur privé pour une bonne collaboration pour la publication des informations crédibles. L'adoption de l'OTP par toutes les OSC intervenant dans la chaîne de suivi de l'exploitation forestière illégale, de telle sorte qu'au niveau du marché, l'OTP peut être considéré comme l'outil crédible que sur lequel les autorités compétentes et les importateurs peuvent s'appuyer pour faire l'analyse des risques des bois qui arrivent dans leur territoire. L'adaptation continue des méthodes et approches OI pour répondre aux exigences nationales et les marchés contraignants. Donc, on est toujours en veille pour voir s'il y a des nouvelles méthodes d'exploitation illégale. Donc, aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup d'exploitation illégale qui se passe sur le terrain, mais beaucoup se passe sur les données. Donc, au niveau du projet avec PAMFOR, on a confié la tâche à FLAG de faire beaucoup plus dans l'analyse des données, regarder ce qui est donné, production, exportation, et pouvoir faire des comparaisons. Parce que sur le terrain aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a encore de l'illégalité, mais beaucoup se passe au niveau des documents. Donc, il faut adapter les approches ainsi. Et aussi, beaucoup de bois, la transformation aussi, beaucoup de bois illégal transite par les unités de transformation. Il faut adapter. Il faut aussi arriver à prioriser les missions parce que les ressources financières ne sont pas toujours suffisantes. Les territoires sont grands et il faut pouvoir donner des alertes en temps réel pour réduire l'exploitation illégale. Merci. Merci, Dr. Achille. Donc, sans transition, nous allons donner la parole à l'ingénieur Cyril Ouada, qui connaît aussi le Congo, qui connaît la sous-région. Il est le responsable des programmes de FLAG. Donc, il va nous parler du centre d'excellence et d'appui au suivi pour une professionnalisation de la mise en œuvre de l'OI dans le bassin du Congo. Vous avez la parole, Monsieur Ouada. Merci de me passer la parole. Moi, je vais vous parler d'une petite initiative. On a beaucoup parlé d'observation indépendante ici depuis hier. Moi, je vais vous parler d'une petite initiative en cours d'opérationnalisation par FLAC qui s'appelle le Centre d'excellence et d'application pour le suivi de la gestion des ressources naturelles et de l'environnement. CAS-GRN, pour une professionnalisation de la mise en œuvre de l'OI dans le bassin du Congo. Et pour ça, je vais plus m'arrêter à vous parler de FLAC. Mon collègue Serge Moukouri vous en a déjà parlé. Je vais vous présenter le centre directement et dans le contexte. Il est clair que il y a un certain nombre
d'innovation en termes de suivi de la légalité qui ont été faits au cours des dernières années. Les administrations ont fait des efforts en matière de suivi de l'illégalité. Et à côté de ça, l'illégalité a persisté. Elle s'est scientisée ou scientifisée, je ne sais pas comment le dire, mais elle s'est scientisée avec le fait que il y a une migration du type d'illégalité, de l'illégalité qui était grossière en matière de coupe hors limite, à une illégalité qui est devenue plutôt une illégalité type fraude, fraude à la fiscalité, ainsi de suite. À côté de ça, il y a eu beaucoup d'innovations aussi au niveau des observateurs indépendants, avec beaucoup de progrès. Et ces progrès ont quand même continué à avoir un certain nombre de limites. Les limites dans le sens où des points d'achoppement continuent à exister entre l'administration forestière et puis les observateurs indépendants, notamment en ce qui concerne l'environnement ou bien les mécanismes de communication que ces observateurs indépendants utilisent, en ce qui concerne les agendas des uns et des autres, en ce qui concerne les types d'informations qui sont publiées, en ce qui concerne même la qualité de l'information qui est rendue publique par ces observateurs indépendants. Le secteur privé, les administrations ne sont pas toujours d'accord avec les observateurs indépendants, ne sont pas d'accord par rapport aux approches qu'ils utilisent, ne sont pas d'accord avec les conclusions de certains rapports d'observateurs indépendants. Cela découle du fait que il y a beaucoup d'insuffisances qui sont relevées dans les rapports de ces observateurs indépendants, souvent du fait d'un certain manque de capacité. Et donc, dans ce contexte-là, FLAG propose deux solutions. En tout cas, dans la bagatelle de solutions proposées, FLAG présente deux solutions. La première, c'était celle de mettre en place la plateforme africaine des observateurs indépendants, qui a abouti en 2018 avec le projet CV4C, avec la définition consensuelle des observateurs indépendants du bassin du Congo, de ce que c'est que l'observation indépendante, mais aussi la définition des principes, critères et indicateurs d'une observation indépendante crédible et robuste. Voilà la première solution que FLAG apporte dans ce contexte de méfiance entre les administrations, le secteur privé et les observateurs indépendants. La deuxième solution, c'est justement de consolider les meilleures pratiques pour les organisations mettant en œuvre l'observation indépendante. Et cette solution passe par le centre d'excellence et d'application et de suivi de la gestion des ressources forestières. Next. Pourquoi le centre d'excellence constitue une solution? Le centre d'excellence veut répondre à la fois au besoin de maintenir les acquis obtenus jusque-là dans l'observation indépendante. Il veut aussi apporter un réel cadre de concertation entre les différents acteurs. Il répond aux besoins croissants en termes de renforcement des capacités, mais aussi d'espace d'échange entre ces différents acteurs. Next. Et le centre en lui-même, quels sont ses objectifs? Les objectifs du centre, c'est de former une nouvelle génération d'experts en observation indépendante, capables de répondre aux enjeux du suivi dans le contexte actuel de la mouvance et des changements globaux. Et en termes de résultats, qu'est-ce que le centre voudrait atteindre comme résultat? C'est d'avoir une masse critique de bons praticiens de suivi de la gestion des ressources naturelles. Et le deuxième résultat que le centre souhaite avoir, c'est d'avoir des OSC qui œuvrent dans l'observation indépendante de manière professionnelle et légitime. Parce que la légitimité, c'est l'un des problèmes aussi auxquels font face les observateurs indépendants.
La formation, comment on la voit? Ce sera une formation en alternance où il y aura une navette entre le centre d'excellence et les organisations qui mettront à disposition du centre les apprenants. Et il y aura une signature d'une convention entre le centre et les différentes organisations. Et la formation se veut hybride, avec une partie en présentiel au niveau du centre. Le centre sera basé au Cameroun, à Yaoundé, mais aussi un suivi à distance dans les organisations dans lesquelles se retrouvent les apprenants du centre. La formation se veut courte, avec moins d'une année, et axée sur la professionnalisation et la pratique. Dans le centre a 3 piliers. La formation des apprenants s'articulera autour de 3 piliers. La foresterie de base, avec pour objectif de donner les capacités aux observateurs d'analyser l'application des processus et le déroulement des activités de gestion forestière. Le deuxième pilier, c'est la gouvernance, la législation et la responsabilité sociétale des entreprises, qui vise à apporter aux apprenants les capacités d'observer et d'analyser les contentieux qui découlent des investigations qu'ils réalisent. Et le troisième pilier, c'est le pilier éthique du suivi de la gestion des ressources forestières, avec pour emphase le suivi et l'analyse de la transparence des informations relatives à la gestion forestière. Les 3 piliers seront répartis en 9 modules. La foresterie de base aura comme module la connaissance et évaluation des ressources forestières, les aspects socio-économiques de la forêt, la gestion durable des ressources forestières. Le pilier gouvernance aura 3 modules aussi, politique, droit et législation forestière, problématique des droits humains dans le secteur forestier, la gouvernance forestière. Et le 3e pilier aura aussi 3 modules, le module méthode et outils de suivi, planification et exécution d'une mission de suivi, et puis les communications et puis lobbying. Next. Les modalités d'accès au centre. Dans le but où nous cherchons l'excellence, il est important que le niveau, l'excellence en termes d'observation indépendante, parce que c'est de ça qu'il est question. Le minimum sera bac plus 3 en agronomie, foresterie, géographie, économie et sciences connexes, législation aussi. On pourra aussi avoir des professionnels justifiant d'au moins 3 années d'expérience professionnelle dans la réalisation des missions d'OI, des ressources forestières dans le bassin du Congo ou 5 années dans le métier de la foresterie. Ça, ce sont des exigences qui permettront d'atteindre un niveau d'excellence pour qu'on n'ait plus les griefs qu'on a évoqués tout à l'heure entre justement les administrations, le secteur privé et le secteur indépendant, dans le sens où la qualité de l'information, la qualité des rapports qui sont produits pose généralement des problèmes. On pourra aussi être recommandé par une organisation impliquée dans l'observation indépendante, mais aussi tout autre diplôme que le comité scientifique du centre jugera utile ou nécessaire pour pouvoir accéder au centre. La formation, elle est une formation courte, d'à peu près 104 jours. Oui, je crois, parce qu'il y a l'image vidéo qui bloque le chiffre, mais c'est 104 jours. Et d'une durée totale en termes de formation en présentiel de 31 jours, de 33 jours pour la durée de la formation en distanciel, et puis de 40 jours de stage. Voilà, grosso modo, présenter ce que nous visons à travers ce centre d'excellence, vraiment d'avoir des praticiens de qualité et des praticiens qui permettront à l'observation indépendante de gravir un palier et d'éviter toute
les discussions qu'il y a souvent autour de la qualité des rapports et la qualité de l'observation indépendante menée. Je vous remercie. Merci Cyril. Alors, le tour maintenant au frère Armstrong Mba, qui est spécialiste de gestion, de management des ressources naturelles. Il travaille pour le centre zoologique, je crois, de Londres, donc, dans le bureau de Yaoundé. Donc, il va nous parler de l'outil SPOT, soutenir la gouvernance forestière dans le bassin du Congo. Vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur, de m'avoir passé la parole. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Armstrong Mba et je travaille pour Zoological Society of London, donc ZSL, qui essentiellement est une ONG de conservation de la biodiversité et beaucoup spécialisée dans les aspects de la faune, mais aussi à des actions dans la formation, la recherche scientifique et faire d'autres programmes de conservation qui visent les commodités à risque de déforestation. Donc, l'outil SPOT est conçu pour faciliter, encourager ou bien faire la promotion de la bonne gouvernance dans les chaînes d'approvisionnement des produits forestiers et agricoles. Et donc, on va aller sur le prochain slide, donc la deuxième plutôt. Qu'est-ce que c'est SPOT? Comme je disais, SPOT, c'est une plateforme en ligne qui fait la promotion de la durabilité dans les chaînes d'approvisionnement des produits forestiers et agricoles, mais à travers la transparence. SPOT évalue les entreprises sur la base des informations qu'elles ont mises, qu'elles ont publiées, et en fin de compte, faire un classement de ces entreprises basé sur une notation qui est faite selon un certain nombre d'indicateurs. Prochain slide. À ce jour, SPOT évalue 100 entreprises dans le secteur de l'huile de palme, 100 entreprises aussi dans le secteur de la forêt, de la foresterie, donc du bois et du pâte à papier, et 30 entreprises dans le secteur de l'EVA. Les évaluations SPOT sont libres et sont gratuites et sont publiées sur le site SPOT, www.spot.org. Donc, de nos jours, ces résultats, comme vous pouvez voir sur ceci, sur le diapositive qui suit, sont des résultats du bois et du pâte à papier pour l'année 2021. Et actuellement, nous sommes en période d'évaluation. Et donc, les résultats de 2020 vont bientôt sortir. Et donc, quand on regarde bien sûr sur ce tableau, on voit les entreprises sur une colonne et puis suivi de leur rang sur la classification. Après, les scores totaux qu'ils ont eus, les changements dans les scores par année, les disclosures, comme on dit, des publications qu'ils ont faites, où est-ce qu'ils ont publié le plus d'informations par rapport à leur politique de gestion, et puis l'endroit où le siège de ces entreprises est, les superficies que gèrent ces entreprises, les
leur capital en bourse. Et à la fin, il y a une colonne qui traite des questions des informations qui sont collectées sur ces entreprises, par exemple, ceux des médias, ceux de l'observateur indépendant, qui sont collés aux résultats de ces entreprises pour pousser des utilisateurs à une utilisation plus profonde. Prochain. Donc, SPOT, en effet, c'est 10 catégories d'indicateurs qui couvrent les questions de superficie, de la cartographie, de la traçabilité, de la certification, des standards de certification, des questions de déforestation et de la biodiversité, des hautes valeurs de conservation et les hautes stocks de carbone, les études d'impact environnementaux. Aussi, SPOT couvre les questions des sols, des feux de brousse et des émissions de gaz à effet de serre. SPOT aussi regarde sur les questions, ça présente sur les questions de pollution, de la gestion des produits chimiques et la gestion, comment on dit, des rongeurs dans les plantations. Des communautés, donc SPOT traite aussi les politiques sur les droits communautaires et les droits des employés et aussi les droits des peuples locaux et autochtones. Aussi, comme les entreprises ont souvent des relations avec d'autres fournisseurs, SPOT ne se limite pas seulement à ces entreprises, mais s'occupe aussi de leur extension sur des personnes, d'autres entreprises qui peuvent leur fournir des services. Et enfin, la dernière catégorie d'indicateurs, c'est celle qui traite des questions de gouvernance. Nous allons procéder comme je disais, c'était SPOT, c'est 160, pour la question forestière, c'est 178 indicateurs qui traitent des questions d'organisation, les questions d'engagement et politique et les questions de pratique, donc la mise en œuvre des politiques des entreprises forestières. Et souvent, les indicateurs sont alignés avec d'autres standards, d'autres normes, comme le FSC, le PEFC, la Global Reporting Initiative, Global Compact de l'ONU, OTP de WRI. La sélection des entreprises se fait sur la base de la capitalisation en bourse de ces entreprises, les activités dans les zones prioritaires, comme dans le bassin du Congo, qui sont des hotspots pour la biodiversité, sur la quantité et ou la largeur des superficies des terrains qui sont gérés par ces entreprises. Et aussi, si une entreprise s'est fait désigner, par exemple, par une autre entreprise qui achète, qui finance leurs activités. Deuxième slide, les consultations, comme je disais, des parties prenantes, tous les temps, se font tous les années pour aligner les indicateurs et les critères d'évaluation. Et ces parties prenantes viennent du domaine de la finance, du domaine de l'industrie, de la société civile et du groupe consultatif technique qui, en effet, est un groupe restreint de tous les trois autres parties prenantes. Comment est-ce que SPOT fonctionne? C'est un processus itératif. En effet, au début de chaque évaluation, ZSL contacte toutes les entreprises qui vont être évaluées et les informe de ce qui vont être évalués. Et puis, envoie une fiche pour que ces entreprises remplissent ces formulaires
pour définir les profils selon qu'ils sont producteurs, qu'ils sont transformateurs ou qu'ils sont négociants. Et une fois c'est fait, ces spots maintenant, à travers un réseau d'évaluateurs, va évaluer la transparence de ces entreprises par rapport aux indicateurs et en allumant avec des informations que ces entreprises auront rendues publiques. Une fois ces évaluations préliminaires faites, Spot va renvoyer ces évaluations préliminaires à ces entreprises pour qu'ils puissent le contrôler. Et s'ils ont des informations supplémentaires à publier, ils peuvent publier et Spot prendra cela en compte. Et la fin, c'est la publication des résultats finaux des évaluations. Spot s'adresse à qui? Spot s'adresse à différentes parties prenantes, notamment c'est les propriétaires et gestionnaires d'actifs dans des entreprises, les banques d'affaires et les banques d'investissement qui mettent leur argent dans ces business, les associations sectorielles comme Unicongo et les institutions de recherche, des services financiers, des entreprises de transformation, des fabricants, des grands distributeurs, des ONG et des gouvernements. Pour les entreprises, ils peuvent se servir des spots pour identifier les lacunes dans leur performance environnementale et sociale et des gouvernances, comparer leur niveau avec d'autres entreprises et obtenir des appuis techniques auprès des différentes autres institutions. Pour le secteur de finances, ils peuvent obtenir des informations et orienter leur choix sur leur investissement et consulter les études de cas et analyser les tendances, prioriser aussi leurs activités et engagements avec des entreprises. Pour les ONG, on prendra le cas des ONG qui font dans l'observation indépendante, qui peuvent aller regarder sur le site de Spot et voir là où les entreprises ont des faibles scores et aller donc vérifier le pourquoi est-ce que les entreprises ont des très faibles scores dans ces domaines, éclairer les recommandations politiques, soutenir les entreprises et les communautés locales sur le terrain, gérer les statistiques et infographiques et résultats utilisés dans les rapports, ainsi que faire de la plaidoirie. Et pour les gouvernements, ça peut éclairer les décisions des gouvernements par rapport à la mise en application des politiques des gouvernements et de vérifier comment les entreprises appliquent les politiques du gouvernement sur le terrain. Et pour les questions, pour le secteur des finances et des investisseurs qui s'intéressent beaucoup sur la position vraiment des investissements dans lesquels ils mettent leur argent, il est vrai qu'on peut arriver avec la télédétection à retrouver cela, mais des informations qui sont mises sur les sites, sont publiées sur d'autres sites sont plus importants. Et à ce jour, il y a plus de 1200 personnes qui visitent le site de Spot. Et ces personnes viennent du secteur des entreprises, du secteur financier, des ONG. Et il y a d'autres personnes qui visitent sans toutefois laisser leur identité. Spot a un certain nombre d'études de cas qu'ils ont fait avec des institutions financières et leur perception sur la donnée ESG dans le secteur forestier qui peuvent être visités sur le site Spot www.spot.org. Donc, à ce jour, Spot, c'est une initiative qui est financée par le FCDO à travers Forest Governance and Market and Climate, FGMC. Et FGMC.
De nos jours, on parle de spot et on parle de OTP en même temps. Donc, des entreprises, par exemple, qui vont publier les informations sur OTP auront déjà gagné des points sur spot parce que spot va aller tout de suite sur OTP, recueillir des informations par rapport à la publication des cadres, par rapport à la publication des documents légaux, des documents de respect des droits, et le paiement des taxes, ainsi de suite. Et justement, quand une entreprise publie des informations sur OTP, ça permet à cette entreprise de gagner directement 8 points sur Spot. Et quand l'évaluateur sur Spot va aller vérifier les informations à l'intérieur des documents que l'entreprise aurait publiés, l'entreprise pourrait en plus gagner d'autres points par rapport à la publication sur OTP. Donc, comme je disais, Spot, c'est un outil développé par la Zoological Society of London. Et donc, l'objectif est la promotion de la bonne gouvernance et la transparence dans les chaînes d'approvisionnement des produits forestiers agricoles. Et sur ce, je vous dis merci pour votre attention. Merci. Ce partage d'informations très enrichissant. Les communications seront mises sur le site de CIDT. Donc, vous aurez l'occasion d'apprendre davantage sur ces expériences et ces outils, ces initiatives qui contribuent à la surveillance des forêts, que ce soit sur le terrain ou en ligne. Alors, nous avons, comme cela a été rappelé tout à l'heure, une petite quinzaine de minutes pour les questions. Comme cela a été rappelé, une question par intervenant. Nous allons commencer par donc 2 là-bas, 3, et donnons l'occasion à ceux qui sont en ligne. Est-ce que ceux qui sont en ligne, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question? Bon, en attendant, oui, monsieur, vous vous présentez et vous vous adressez à la personne qui doit répondre à votre question. Merci. Après, c'est monsieur Ndinga. D'abord, la CIB. Merci. Ma question va en droit de monsieur Serge Moukouri. Au niveau de l'OIF, vous êtes la bienvenue dans notre secteur parce que votre action contribue à la mise en place des actions correctives à chaque observation mineure ou majeure que vous faites sur le terrain. Mais que ce soit la présentation de Alfred Nkodia et ou la vôtre, on a semblé constater que votre rapport est soumis à l'examen des experts du ministère de l'économie forestière, aussi bien, n'est-ce pas, de la société civile. Et au niveau du secteur public, ces observations contribuent également à l'amélioration des procédures et qui nous permettent également de s'apprêter aux différents audits que nous avons, soit les audits FSC ou les audits liés par exemple à l'inspection forestière. Mais les actions que nous relevons, c'est lorsqu'une information est mal relevée sur le terrain. Et c'est là où ça pose beaucoup de problèmes parce que pas mal d'ONG prennent des informations et qui n'arrivent pas à bien expliquer au plan international. Je cite 2 cas. Nous sommes en 2002. Greenpeace est allé ramasser, n'est-ce pas, une bille de SIPO et qu'il a exposée au Congrès européen. Disons que l'exploitation de la forêt tropicale s'effectue dans les mauvaises règles. Alors, heureusement pour une entreprise, je prends un exemple de la CIB certifiée, on devient dans ce genre de cas comme un présumé qui se retrouve devant, n'est-ce pas, un tribunal où vous avez, n'est-ce pas, des avocats généraux qui prennent la parole sans pour autant avoir payé, n'est-ce pas, un avocat spécial. Et heureusement, des voies de recours existent. Donc, nous avons par exemple la société civile également, la préfecture et les ONG au niveau local, les syndicats qui interviennent pour porter un démenti. Donc, en ce moment-là, quand l'information est mal relevée,
elle a un impact négatif sur le marché international et ce qui est préjudiciable, n'est-ce pas, pour le secteur. Par contre, ma question est celle-ci. Si votre action est bienvenue au niveau du secteur public ou privé qu'il soit, mais quels sont les effets ressentis au niveau de l'administration? Parce qu'en fait, vos rapports sont soumis à une commission d'examen. Mais si vous avez relevé, n'est-ce pas, les faiblesses de l'administration, parce que quand vous venez, vous évaluez et l'entreprise et aussi l'application de la gouvernance au niveau de l'administration. Mais quels sont les effets ressentis au cours de vos observations au niveau de l'administration publique? Merci infiniment, mon cher. Monsieur Ndinga, et enfin, Madame Ebina terminera la liste. Merci beaucoup. Je félicite d'abord les panélistes pour la qualité des exposés. Mes questions s'adressent à M. Cyril Ouada. Une seule question, M. Ndinga, s'il vous plaît. Une seule question. D'accord. Merci. C'est bon, merci beaucoup. J'en avais vraiment une série de questions, mais je m'arrête à une seule. C'est sur les modules de formation. Je me rends compte qu'aujourd'hui, les ONG, l'association indépendante est devenue le métier de tout le monde. Et c'est bien qu'on ait créé une école d'excellence pour améliorer les capacités des secteurs indépendants. Mais je me rends compte que dans les modules de formation, on fait la part belle aux ingénieurs forestiers, alors que l'OI doit être menée aussi avec des juristes, notamment sur les techniques d'enquête, sur les analyses juridiques. Et pourquoi n'a-t-on pas prévu les modules liés au droit afin de faire équipe ensemble? Parce que pour qu'il y ait une OI de qualité, il faudrait qu'il y ait un concours de compétences, notamment d'un côté les forestiers et de l'autre côté les juristes. Cyril a compris, Daniel. Merci. Merci pour ce plaidoyer en faveur des juristes. Madame Ebina, enfin. Alors, j'avais deux questions moi aussi, mais je vais d'abord à la fin, donc à celle de Cyril. En tant que collègue modérateur, tu me permets une deuxième question. Alors, donc, il y a Monsieur Cyril, comme venez de le dire, non, Monsieur Ndinga, je vais dans le même sens, mais pas dans le sens de faire le plaidoyer des juristes, mais plutôt de dire que vous avez donc 3 modules. Donc, le 3e module nous parle de l'éthique de suivi de la gestion des ressources forestières. Mais il n'y a pas un module sur l'éthique. L'éthique, c'est-à-dire le thème sur l'éthique, comment l'agent doit se comporter, parce que c'est tout un module qu'il faut développer, je pense. À Achille, sur le système de management de gestion de la qualité, on en parle, on veut mettre un système de management de gestion de la qualité. Est-ce que nous avons dans les OS actuellement des gens formés pour servir donc au suivi du management qualité? Parce qu'à l'époque, nous avons développé ça au niveau du service de contrôle des produits forestiers à l'exportation de chez nous. Donc actuellement, nous avons un agent, un service qui s'occupe du management de la qualité. Qu'est-ce qui se passe actuellement sur les OS? Merci, chers collègues. Merci infiniment. Alors, s'il n'y a pas une 4e question en ligne, priorité en ligne, bon, donc rapidement, allez-y, monsieur. Merci. Ma question s'adresse au docteur Achille de l'OTP. Bien, la plateforme OTP, nous l'utilisons déjà, ça fait, je crois, depuis 2017-2018. Et effectivement, c'est quelque chose qui marche très bien. Mais malheureusement, nous avons constaté quelques défaillances, s'il faut que je m'exprime ainsi, au niveau de la mise à jour des données. Une fois, ça ne fait pas, je crois que ça devrait être l'année dernière ou l'année surpassée, je ne me rappelle plus trop bien, nous avons failli perdre un contrat parce que le système a mis en place, est allé chercher, je ne sais pas où est-ce que le système a trouvé ces données, les données qui dataient d'il y a 10 ans, on les a mis en ligne. Et nos clients qui sont en Europe, bien entendu, parce qu'ils sont soumis au régime, comment est-ce qu'on appelle ça, RBU, réglementation de bois de l'Union européenne, nous ont tout de suite appelé pour dire, mais
votre bois que vous nous avons envoyé est illégal. Donc, nous ne pouvons pas le prendre. Nous allons résilier ce contrat-là parce que nous avons vérifié vos données sur OpenTP, OTP, et que vos données ne sont pas fiables. Et donc, nous allons annuler le contrat. J'ai dû appeler, je crois, si ce n'est pas M. Achille que j'ai appelé, c'est un de ses collègues, de ses collaborateurs peut-être qui sont ici, pour leur signifier, leur donner cette information. Et donc, même la mise à jour avait pris beaucoup de temps. Et ça inquiète un tout petit peu. Ça inquiète un tout petit peu. Donc, je ne sais pas si à votre niveau, si vous avez pris des dispositions pour pouvoir générer un mécanisme qui doit mettre à jour les données le plus vite possible pour permettre à ce que nous respirions un peu avec nos clients. Merci infiniment. Bon, une petite question pour Armstrong aussi, pour ne pas le laisser orphelin. Est-ce que l'initiative SPOT entend s'étendre dans d'autres pays du bassin du Congo? Donc, on va commencer par ordre de passage pour les réponses aux questions. Serge, ensuite Achille, Cyril et enfin Armstrong. Vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur. Oui, l'intervenant demandait les effets de l'OI au niveau de l'administration. OK. En guise de réponse, je pense qu'il faut ici dire de façon claire. Et je pense que lui-même, il a commencé à donner la réponse à sa question. Parce qu'il a dit pour les constats qui sont faits vis-à-vis des entreprises, les entreprises mettent en œuvre des actions correctives. C'est-à-dire qu'elles-mêmes, au regard des constats, elles font des ajustements. Ce qui démontre leur volonté, parce que l'observateur indépendant n'est plus derrière elles pour leur dire ce qu'elles doivent faire, mais elles-mêmes elles prennent leurs responsabilités. Alors, du côté de l'administration, c'est un peu plus complexe que ça, parce que l'administration, c'est à la fois tout le monde et personne. Lorsque un constat est fait, normalement, on s'attend à ce que les autorités qui sont en charge de la gestion du secteur s'interrogent et prennent les dispositions pour que les situations qui ont été observées ne se répètent pas. Dans certains pays, dans certains pays, il est possible que des mesures correctives soient prises par l'administration en améliorant, par exemple, les procédures, parce qu'en fonction des problèmes qui sont identifiés, le type de solution aussi est adapté. On peut prendre un exemple en disant que lorsque l'observateur indépendant met en évidence une défaillance au niveau d'une procédure qui n'est pas respectée, et qu'à son prochain passage, il n'observe pas la même défaillance, on voit que l'administration s'ajuste parfois d'elle-même. Ce n'est pas l'observateur indépendant qui lui impose des ajustements. Mais lorsque la situation ne se corrige pas et que le problème persiste, à ce moment-là, les débats se déportent vers d'autres instances qui permettent à l'administration de prendre des dispositions. Mais de façon générique, le travail de l'observateur indépendant au quotidien a un impact parce qu'il permet aux acteurs, y compris l'administration, de s'ajuster, même si ce n'est pas de façon, on va dire quoi, systématique. Mais les ajustements sont observés au fur et à mesure que les situations sont mises en évidence. Voilà ce que je peux dire sur cette question-là. Merci. Merci, Serge. Achille? OK, oui. Donc, moi, je vais commencer d'abord par le problème de mise à jour des données pour dire que, oui, effectivement, quand on a commencé l'OTP,
il a d'abord fallu commencer à mobiliser les entreprises. Et maintenant que le nombre d'entreprises s'accroît, on s'organise aussi en interne pour pouvoir donner satisfaction aux entreprises. Donc, c'est un problème qui s'est vraiment amélioré ces derniers mois avec les recrutements que nous avons eus. Avant, on n'avait pas les consultants pays. On a décidé d'avoir des consultants pays dédiés uniquement au secteur privé. Donc, c'est à eux de vous suivre au quotidien. Et lorsqu'ils ont une doléance, les entreprises ont des doléances, ils peuvent soumettre aux consultants et c'est relayé rapidement. Donc, ça nous permet de traiter. L'autre chose aussi, c'est que lorsque vous nous soumettez les informations, en fait, nous apprécions ces informations pour vous donner un score qui vous donne une crédibilité sur le marché. Et on a aussi un temps de traitement parfois, ça dépend de la complexité. Parfois, il faut qu'on se renseigne même au niveau de l'administration pour vérifier un certain nombre d'évidences, de preuves avant de valider. Donc, pour certains cas, ça peut aller vite. Si c'est une question d'autorisation de coupe, on sait que si c'est l'assiette de coupe qui est en cours, c'est facile de valider. Mais il y a d'autres questions qui nécessitent parfois des vérifications approfondies, comme les questions en lien avec les fonds de développement local, les réalisations sociales, qui parfois les dates ne concordent pas toujours avec la date de réalisation. Donc, il faut prendre le temps de regarder toute la panoplie, ce qui a été planifié dans le plan d'aménagement et avant de valider. Donc, en fonction des cas, de la complexité, ça peut traîner, mais on a amélioré avec les effectifs qu'on a maintenant pour pouvoir donner satisfaction. Donc, vous pouvez déjà compter sur nous. Le délai qu'on donne maintenant pour traiter l'information, c'est 72 heures. Donc, quand vous soumettez l'information, vous envoyez l'email. On a 72 heures pour traiter cette information. Oui. Bon, en ce qui concerne le SMQ, bon, l'OTP, c'est un outil qui est hybride, donc ça vise à accompagner tous les différents systèmes qui sont mis en place, mais les organisations choisissent quel système ils veulent mettre en place. SMQ, c'est ISO 9000. Donc, en fait, c'est une démarche, même si la structure, la société civile n'a pas la compétence en interne, c'est un processus qui commence d'abord à avoir quelqu'un qui doit vous accompagner. Donc, comme ça se fait même au niveau des entreprises avec la certification, donc il faut avoir un expert en management de la qualité qui maîtrise toutes ces procédures, qui va vous accompagner, et au bout du processus, il y a un pré-audit. Donc, pour vous permettre de voir quel est votre niveau de conformité avec des actions correctives, donc au fur et à mesure. Donc, parfois, ça peut nécessiter d'envoyer le personnel ailleurs pour aller se perfectionner. Ça, pour les structures comme FODER et qui ont déjà mis ça en place, ils peuvent donner des témoignages que c'est une démarche assez laborieuse, mais qui, à la fin, lorsque vous obtenez ce certificat, vous êtes jaloux de ça et vous faites tous les efforts pour le préserver parce que les procédures qui sont élaborées doivent être auditées après et il faut les vérifier. Il faut vous-même avoir des auditeurs en interne qui ont la compétence à le faire. D'autres mettent en place, comme OGF a commencé le processus, déjà à élaborer les procédures, mais il faut les appliquer avant d'obtenir la certification. Donc, pour dire que je ne peux pas donner un délai, ça dépend des ressources disponibles, mais si vous voulez mettre en place ce système au Congo, ça va nécessiter des ressources. Il faut évaluer quelle est l'ampleur, évaluer les effectifs que vous pouvez mobiliser avec les ressources et ça déterminera le temps à mettre pour pouvoir le déployer. Merci. Donc, Cyril. Bon, je ne sais pas si je pourrais répondre en 30 secondes à Ebina et à Daniel, mais je vais essayer de regrouper la réponse à leurs questions en une seule réponse. En fait, dans la présentation, je n'ai malheureusement pas donné tous les éléments d'accès, des modalités d'accès à la formation au centre. En fait, il y a aussi ces Bac+3 en agronomie, foresterie, géographie, droit, économie et sciences connexes. Donc, le droit est bien
est bien intégré dans les modalités d'accès. Et toujours dans la présentation, je ne me suis pas appesanti sur les cours. Je me suis juste arrêté au niveau des modules. Les modules, il y en a 9, mais il y a 29 cours qui sont dispensés. Et dans les cours qui sont dispensés, notamment dans le module sur la gouvernance, le pilier sur la gouvernance, législation, responsabilité sociale des entreprises, nous avons des modules comme politique, droit et législation forestière. Dans ce module, nous avons des cours de politique à législation forestière, politique et législation forestière, traité et convention, ça c'est déjà 2 cours. Application du droit, législation appliquée, cas pratique, c'est un autre cours. Notion de base du raisonnement juridique, c'est vraiment, c'est pas pour en faire des spécialistes en droit ou des juristes spécialisés, mais c'est vraiment pour donner les bases à celui qui fait l'observation indépendante pour qu'il puisse interpréter de la meilleure des manières les lois auxquelles il est confronté. Parce que c'est de ça qu'il est question. Le triptyque de l'utilisation de la donnée collectée sur le terrain, confronté à la législation forestière et avec la vérification au niveau des administrations, c'est ça qui fait la bonne observation au final. Donc, c'est ces éléments-là. En ce qui concerne l'éthique, pour terminer, en ce qui concerne l'éthique, c'est exactement la même chose. Il y a un cours spécifique sur l'éthique et la déontologie en matière d'observation indépendante. Merci, Cyril. Armstrong? Quant à moi, la question était à savoir à quand l'initiative Spot dans d'autres pays du bassin du Congo. Je vais dire, Spot y est déjà dans d'autres pays du bassin du Congo. Il y en a environ 13 sociétés ici au Congo qui sont évaluées Spot. Il y en a 16 au Gabon qui sont évaluées Spot. Il y en a au moins une quinzaine au Cameroun qui sont évaluées Spot. Donc, on est en train de parler d'environ 48 sociétés dans le bassin du Congo, dans ces 3 pays-là, qui ont des sièges ici. On n'en parle même pas d'autres sociétés qui font du business ici, mais qui ont des sièges ailleurs. Et donc, Spot est déjà là. Et en ce moment, comme nous parlons, il y a les évaluations qui sont en train d'avoir lieu, dont on a déjà envoyé des notifications aux sociétés. Donc, Spot est déjà là. Peut-être pas celle au Congo et au Gabon, mais disons que dans un avenir, je ne sais pas, proche, je ne sais jamais. Merci, Armstrong. Le modérateur principal n'est-il pas là? Alors, nous allons donc acclamer pour nos intervenants et pour vous-même pour cette dernière session.